ancien président Faustin Lambert de la République, que vous connaissez tous, certainement. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation parce que vous savez que nous essayons de trouver pour vous les meilleurs. Et c'est pourquoi lui qui est encore très jeune. Et il n'est heureux que quand il est avec des jeunes comme vous. Donc il ne se dévoile jamais lorsqu'il faut répondre à une invitation où il doit parler aux jeunes. Ce n'est pas nécessaire de vous dire ça, mais c'est le professeur. Et je sais que cet après-midi, vous allez en avoir pour votre écoute. Monsieur le Président, merci d'être venu. Merci pour cette grande pouvoir, ce grand honneur que vous nous faites cet après-midi. L'heure est déjà avancée, donc je ne vais pas trop garder le microphone. Sous vos applaudissements, accueillons le président en ce moment précis de notre histoire pour nous informer et voir comment ce document qu'on appelle le budget national détermine votre avenir, détermine votre destin. Et pourquoi vous, en tant que jeunes, vous avez intérêt constamment à questionner l'importance de ce document. Je vais vous présenter les qui sont. En principe, c'est ce document qui est préparé par le gouvernement, voté par le Parlement, publié au journal officiel de Moniteur, il contient tout ce qui concerne notre vie de tous les jours. Et il y a un autre, c'est encore le même document qui porte le nom de budget de la République, alors que le premier que j'avais présenté porte le titre de loi de finances. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de différence entre ces deux documents. Merci beaucoup, je vais vous partager. Vous les faire circuler dans la présentation, nous travaillons en détail. Merci, Henri. Le deuxième. Première question que j'ai mis dans ma première diapositive, comprendre le budget. Et la question c'est qui a besoin de budget? Aussi banal que ça soit, quelqu'un d'entre vous qui veut se marier, l'a rencontré un service traiteur pour préparer une réception. La première question que la personne vous pose, quel est votre budget? Quel est votre budget? Vous voulez une machine, vous entrez dans un concessionnaire, vous cherchez, vous regardez une machine déposée, le propriétaire vous demande, vous êtes un véhicule? Oui. Quel est votre budget? Donc, le budget, lui fait partie de tout ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en tant que personnes physiques, que nous faisons chaque jour. Nous utilisons chaque jour le thème sans que nous pas réaliser que c'est lui qui a fait nous faire pas, c'est lui qui a fait nous avancer, c'est lui qui a fait nous faire progrès, c'est lui-même qui a fait nous faire pas des années. Et en fait, si une personne, qu'elle soit fils, donc nous-mêmes, nous chaque là, nous avons besoin de budget, n'en parlons pas pour une famille. La famille comme institution a aussi besoin de budget.
n'a touché 100 000 monde de salaire. Comment vous allez gérer ces 100 000 monde? Vous étabissez votre budget pour l'utilisation de ces 100 000. Une institution, une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une institution privée ou publique, une organisation non gouvernementale, une organisation internationale, une organisation de la société civile, comme le REC, toutes ces institutions, toutes ces organisations, elles aussi, elles ont besoin de budget. Les ressources qu'elles disposent font un tout et elles doivent savoir comment mieux gérer ces ressources à la poursuite des objectifs qu'ils se sont donnés d'atteindre. Donc, n'en parlons pas pour l'État. L'État, comme personne morale de droit public qui personnifie la nation à l'intérieur de laquelle il assure l'administration, c'est ce que vous aviez étudié comme définition de l'État. L'État a aussi besoin de budget. Et la question aujourd'hui, en quoi le budget de l'État est important pour vous les jeunes? En quoi vous êtes concernés par le budget de l'État que nous appelons budget national? Le budget, qu'il soit celui de la famille, qu'il soit celui d'une organisation, qu'il soit celui d'une institution, qu'il soit celui de l'État, il assure une certaine stabilité. Je sais ce que je gagne, je sais comment les utiliser, comment épargner, ça m'assure que jamais je ne me trouverai pas en situation de ne pas répondre à mes obligations. C'est cette stabilité. Mon budget me permet de croître, d'augmenter mon patrimoine. J'ai 100 000 francs, je dois savoir combien je dépense, combien j'utilise pour mes dépenses alimentaires, mes soins de santé, mes voyages, combien je mets de côté comme épargne pour demain, ma marketing pour témoin, ma bâtiment, c'est 100 000 francs à gérer pour tout le jour qui va le permettre, dans un temps X, d'augmenter le patrimoine. Et le budget, nous avons rêve, nous avons vision, un projet exécuté avec mon budget, je sais dans quel moment que je peux réunir suffisamment d'argent, suffisamment de ressources pour atteindre mes objectifs que je m'étais fixés. Donc, en conséquence, le budget national pour le dire, ce n'est pas un document de technicien. C'est un contrat entre l'État et les citoyens et citoyennes. Je donne mon argent, je donne mon argent à travers mes impôts à une institution, j'attends de cette institution qui s'appelle l'État répond à ses devoirs envers moi. Que cette institution qui s'appelle l'État à qui je donne mes ressources comme impôts, j'attends que les services qui me sont dus me soient fournis. C'est pour cette raison qu'on dit que le budget, c'est un contrat entre l'État et les citoyens. Chaque budget répond à une question. Qui compte vraiment dans le pays? Est-ce que le budget national, tel qu'il a été élaboré, tel qu'il va être exécuté, est-ce qu'il est orienté vers le bien-être des jeunes? Est-ce que les jeunes, à travers la lecture de ce budget, ils voient que leurs préoccupations, que leurs intérêts sont pris en compte à travers le budget de l'État? Deuxièmement, est-ce que ce budget favorise les élites, qu'elles soient politiques ou économiques, qui bénéficient quoi de ce budget? Et en fin de compte, est-ce que ce budget protège les intérêts particuliers? Donc, chaque fois qu'on parle de budget national, il faut savoir ce budget qu'on appelle budget national, à quel groupe d'intérêt il est favorable. Est-ce que les jeunes, à travers ce budget, vont trouver de quoi construire leur avenir? Est-ce que les élites peuvent dire maintenant, à travers ce budget, je vais augmenter mon capital, je vais faire plus de profit? Est-ce qu'à travers ce budget, je peux décider moi-même, en tant que particulier, d'aller investir dans tel ou tel département, de construire
mes entreprises dans telle ou telle région du pays parce que le budget me donne une indication de ce que le gouvernement entend faire pour le pays pour les 12 prochains mois. C'est comme définit budget. Le budget, comme document préparé par des techniciens, c'est un choix de société. Choix de société, où est-ce que je peux aller avec le pays? Qui côté me fait mener le pays? Est-ce que me fait mener faire la croissance économique? Est-ce que me fait attaquer le problème de la pauvreté dans le pays? Est-ce que me fait garantir la sécurité de tous les citoyens haïtiens? Est-ce que je peux garantir une protection sociale à l'ensemble des citoyens haïtiens? Le budget me donne. Si à la population, voilà où je veux aller avec le pays. C'est une vision politique. Toute politique gouvernementale, c'est une réponse à une situation donnée. Cette situation donnée, qui est ma vision politique, peut être conjoncturelle ou structurelle. Structurelle, ça fait plus de 40 ans que nous parlons de réduction de la pauvreté, que nous parlions de la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, c'est 6 millions de nos compatriotes qui sont dans ce qu'on appelle dans l'insécurité alimentaire. C'est près de 60% de la population qui vit avec moins d'$1 par jour. Que nous disions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est près de 2 millions qui sont sous détente. C'est le pays qui est coupé de sa capitale. Donc, ma vision politique, est-ce que le budget que j'ai préparé comme gouvernement, que je vais exécuter, est-ce qu'il vise à résoudre l'ensemble de ces problèmes que je viens d'évoquer? C'est une promesse faite au cœur. J'entends pour les 12 prochains mois assurer que l'ensemble des enfants haïtiens doivent se faire dans une salle de classe. C'est une promesse que je fais. Je promets, pour les 12 prochains mois, chaque Haïtien doit pouvoir manger à sa faim. C'est une promesse faite au cœur. Je dis que les problèmes de sécurité qu'il y a dans le pays, dans les 12 prochains mois, je vais les attaquer. Et ces promesses que j'ai faites publiquement, les citoyens vont me regarder à travers le document budgétaire. Est-ce que je suis cohérent avec les promesses que j'ai faites? C'est une loi. Le budget est une loi, au même titre que toute autre loi. Mais c'est une loi qui a une durée d'une année. Elle est votée pour une période de 12 mois, commençant du 1er octobre au 30 septembre. Au 30 septembre, le budget est caduc. Le gouvernement a l'obligation, soit dans le temps imparti par la loi et la Constitution, soumettre au Parlement un nouveau projet de budget pour être voté. À défaut, il va reconduire le budget de l'exercice précédent. S'il reconduit le budget de l'exercice précédent, ses priorités pour le nouvel exercice ne sont pas prises encore. Ce qui veut dire que ce budget, qui est un acte législatif, est voté, est adopté, est approuvé, sur mots, pour dire la même chose avec repris, parce que ça n'a une durée limitée dans le temps. Il est voté, il est adopté pour 12 mois, à l'expiration des 12 mois, le budget est caduc, un autre budget doit rentrer en application. Dans le manuel, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le budget et la loi de finances? Oui. Probablement oui. Et dans le mot, excusez-moi. Bonsoir, docteur. Et encore une fois, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur.
M. Pivet, merci pour le protocole qu'il a présent. Moi-même, moi, dit probablement, oui, il y a une différence entre loi de finances et budget. Et nous sommes capables de dire que le budget est capable de sortir dans la loi de finances comme ce qui est beaucoup plus long, disons, oui. Ça veut dire que le budget est capable de lancer sur une année, mais dans la loi de finances, c'est tout un package côté que capable de jouer un budget dedans. Ça veut dire. Et que oui, et que non. Les universités. Le budget et la loi de finances traduisent une seule et même réalité. C'est la même chose. Sauf que dans les manuels de finances publiques, on considère le budget comme l'ensemble des recettes et des dépenses. Alors que la loi de finances, c'est le document juridique qui permet de percevoir les impôts et d'engager les dépenses. Est-ce que nous là? Le budget, c'est un document. Nous décidons de 50 000 gouttes, mais j'en peux, nous pourrons l'utiliser. On y a formalement demandé madame, maman de petit, est-ce que vous êtes d'accord, c'est comme ça, pour nous dire 50 000 gouttes. Autorisation ça. Madame, petit, dit oui, nous devons avoir, c'est lui qui loi. Tout autant que nous pouvons loi, mais nous avons un paquet de chiffres qui compilé. Le budget, c'est le document qui regroupe les recettes et les dépenses prévues pour l'exercice. La loi de finances, c'est l'acte juridique, c'est le cadre juridique qui m'autorise à les engager. Et une fois que ce cadre juridique m'autorise à les engager, automatiquement, je deviens responsable. Tout autant que je n'ai pas le cadre juridique, j'ai encore un projet. J'aurai un budget, j'aurai un texte que je peux appliquer pour lequel je vais devoir répondre de son utilisation à partir du moment où il est voté par les deux chambres du Parlement et prend la forme d'une loi. Ça, c'est dans les manuels de finances publiques. Il y a une terminologie que nous adoptons en Haïti. Quand le gouvernement dépose son projet de budget au Parlement et que les deux chambres du Parlement l'approuvent, on l'appelle loi de finances. C'est ce document-là. Loi de finances, ce qui veut dire ce projet qui a été préparé par le gouvernement, a été déposé au Parlement, les deux chambres l'ont voté dans les mêmes termes, le gouvernement l'a formulé et l'a publié au journal officiel, ça porte le nom de loi de finances. Alors que ce même document qui a été présenté au Parlement, mais qui n'a pas été présenté parce que le Parlement était caduc dès le deuxième novembre 2020, il n'y avait pas de Parlement, le gouvernement rentré en d'ambiwol, il fait affaire pâle, pas d'un Parlement pour voter, il relève le budget. Mais en tant que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Sauf quand il est voté par le Parlement, on l'appelle loi de finances. Quand il n'est pas voté, c'est le gouvernement qui le fait, il relève le budget. Donc, il y a un décalage entre la terminologie adaptée, adoptée dans les manuels de finances publiques et la terminologie adoptée par les autorités haïtiennes. Quand le même document est voté par le Parlement, il prend le titre de loi de finances, quand il est décidé, édicté, adopté, décidé en Conseil des ministres, on l'appelle budget. Mais vous, qui êtes là, qui participez, à cette formation, vous devriez savoir que loi de finances et le budget, c'est une seule et même réalité. Le budget, c'est la compilation des chiffres. La loi de finances, c'est le cadre juridique
qui permet de percevoir les recettes et d'engager les dépenses. Comme je l'ai cette petite note, ça reprend ce que j'avais dit au départ. Le budget montre ce que nous voulons faire. C'est une prévision. Pas penser, les nous que le gouvernement a élaboré un budget qui est 345 milliards de gouttes, donc au coffre fort qui est 345 milliards de gouttes captain. Gouvernement espéré, si tout paraît passer bien, j'en ai souhaité d'ici la fin de l'année, en 1er octobre et 30 septembre, possiblement, il y a 345 millions de gouttes à ramasser. Et s'il ramasse, mais ça l'a fait avec. Donc, au 1er octobre, il n'y a pas de question de caisse vide, caisse d'État vide, et caisse d'État remplie. Les caisses de l'État s'alimentent au jour le jour à travers le paiement des impôts État par les citoyens. Donc, comme j'ai dit tantôt, une fois que le texte est adopté par le Parlement et devient une loi, ça engage automatiquement la responsabilité de tous ceux qui vont être engagés à exécuter le budget. Demandez-nous, les différencier entre budget et loi, ça n'a fait pour nous. On prend bouteille d'eau. Comment il y a les bouteilles vides là? Contenant ou contenu? C'est le contenant et le contenant de bouteille là. C'est le budget. Le budget est le contenu. La loi de finances, c'est le contenant. Le budget est à l'intérieur de la loi de finances. Le budget ne s'oppose pas à la loi de finances. Le budget est à l'intérieur. Ça, c'est dans les manuels. Nous-mêmes, nous faisons différence arbitraire. Lorsque le Parlement vote une loi de finances, lorsque c'est nous, en tant champagne à nous faire voter par nous relève le budget. Mais en principe, c'est une loi de finances. Merci beaucoup. Donc, nous avons les principales composantes d'une loi de finances. La masse globale, c'est l'ensemble des ressources que le gouvernement espère collecter pour l'année. Ces ressources, nous avons défini, il y a les ressources fiscales, ce sont celles qui sont perçues par la DGI. Il y a les recettes douanières, que nous avons les tout, impôts, sur le commerce extérieur. Et le budget n'est pas alimenté par les impôts captés de douanières. Le gouvernement peut utiliser l'endettement pour équilibrer son budget. Le gouvernement peut aussi décider de recevoir des avances de la Banque centrale. Et éventuellement, les partenaires financiers d'Haïti, il s'agit de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de l'Union européenne, de toutes ces institutions peuvent aussi apporter leur contribution dans le budget national. Vous allez les voir en détail. Et le budget peut être fait par des bons du trésor. L'État peut décider que les ressources qui sont prévues dans son budget ne sont pas matérialisées, le droit émet des bons du trésor. Chacun d'entre vous qui dit au financement de 1 million de dollars, vous achetez des bons du trésor de l'État ici. Vous lui apportez vos millions de dollars et l'État vous doit 1 million. Et vous payez des intérêts sur votre million et au moment venu, l'État vous rembourse 1 million. Et ça demande un État où les citoyens ont confiance dans les autorités. On non pays pour les citoyens, pas faire autorité confiance. Par quelqu'un qui vient compris, qui va préparer l'État. Donc, en Haïti, l'émission des bons du trésor n'est pas quelque chose de facile que l'État peut mobiliser pour augmenter ses ressources, pour équilibrer son budget. Donc, la budget de l'État, budget national, il y a certains comptes comme des impôts d'État, ce sont les ressources, les recettes fiscales et les recettes douanières. Parmi les recettes fiscales,
savez, l'impôt sur le revenu, la taxe sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres recettes fiscales. Ça, dans le débat, on a été beaucoup ça dans les recettes fiscales. Parce que nous, maintenant, pas mettre droit de passeport. C'est un impôt. On ne pas mettre là, FNE. C'est un fonds collecté à travers des droits. Nous avons là, pas mettre la taxe sur la masse salariale. Incapacité de l'État les autres ressources, qui parlent de nous, qui faire, qui FNE, qui fonds de développement. Qui ça fait là? La route du Sud, l'État construit en 1967 avec un emprunt de la banque qui était assorti de 10 ans de grâce. Ça veut dire, après au corps, on continue à commencer 10 ans. Et voilà, en 1986, nous allons commencer à payer une taxe pour la grâce. Parce que nous n'avons pas assuré en temps normal l'entretien des routes que nous avons construites. L'idée de créer un fonds permettant l'entretien permanent des routes a été instituée. Ainsi, de faire, c'est un fonds qui est affecté exclusivement à l'entretien des routes construites. On va tourner sur ça avec nous. En 2011, le président Martelly, à peine investi dans ses fonctions, il a annoncé la création d'un fonds destiné à l'éducation. FNI. Fonds ça, qui était alimenté à travers un droit de 3 centimes sur les appels internationaux jusqu'à 2009. Haïti a imposé un droit sur les appels entrants. Et quand nous allons à l'étranger, il en Haïti, Haïti pas touché au impôt sur appel. Ce que font presque tous les pays. Et à ce moment-là, l'idée, ça a commencé depuis le mandat du président. C'est à peine sorti là. Le président Martel était d'identifier des mesures qui sont capables d'augmenter les recettes. C'est à ce moment et puis réaliser. Nous recevons 60 millions de minutes par mois. Télégo, Digicel, Comcel, Aitel, et 60 millions de minutes en provenance de l'étranger et abouti en Haïti. Nous dit, si vous imposez 5 centimes, pas dire nous 10%, 5 centimes sur les affaires internationaux rentrants, ça allait générer 3 millions de dollars par an. Ah bon? Et voilà comment je lui ai proposé d'instituer une redevance sur les affaires internationaux rentrants. On était en 2006. Budget de gouvernement, premier ministre Jacques-Edouard Alexis, Michel Fermi, déposé dans le Parlement, il gagnait imposition. Certains parlementaires, probablement motivés par les compagnies
de téléphonie qui ne souhaitait pas l'application de l'État, aujourd'hui, pour faire ça, c'est violer le droit de communication des Haïtiens. Et le gouvernement a dû faire marche arrière et de ne pas appliquer ces ordonnances. Et une discrétion a permis au gouvernement fraîchement élu d'être informé de l'existence de cette opportunité. Voilà, il a annoncé la création d'un fonds destiné à l'éducation et le FNE a été annoncé avec un droit, une redevance de 3 centimes sur les appels internationaux annoncé à travers un circulaire de la CONATEL, Conseil national des télécommunications, et un droit de 1,50 $ sur les transferts en provenance de l'électronique. Voici les deux principales sources qui alimentent le Fonds national de l'éducation. Pourquoi je parle? C'est quoi le Fonds national de l'éducation? C'est quoi le fait? C'est quoi la contribution au gestion et le développement des collectivités territoriales qui va dans l'USA? Ils ont constitué une dérogation à un principe connu dans le domaine du droit budgétaire. C'est le principe de l'universalité. Parmi les grands principes budgétaires, principe d'équilibre, principe d'unité, principe d'annualité, principe de l'universalité. Il est interdit par ce principe d'affecter une ressource particulière à une dépense particulière. Est-ce que nous pouvons savoir? Mais pas bien droiti, comme impôt sur le revenu, c'est pour nous payer salaire pour vous. Nous pas bien droiti, comme marqué, nous toucher comme écho sur ta immatérialité, c'est pour nous faire route. Toutes les ressources doivent être déposées dans un seul panier et toutes les dépenses doivent sortir de ce même panier. Nous comprenons. Mais par rapport à ce principe général, on admet la création de fonds de concours que nous appelons une dérogation au principe de l'universalité. C'est quoi un fonds de concours? C'est un fonds qui est alimenté par des ressources publiques et éventuellement par des apports venant des pays partenaires qui financent une dépense particulière. Reprends-vous, s'il vous plaît. Fonds de concours. Un fonds de concours, c'est un fonds, d'abord, c'est une dérogation au principe de l'universalité. Les fonds de concours, ce sont des fonds constitués par des apports du gouvernement et éventuellement de la société et éventuellement des partenaires financiers pour répondre à un besoin particulier. Ça veut dire qui ça? Pour même sécurité de longévité. Est-ce que nous pouvons créer un fonds destiné à rétablir la sécurité dans le pays? Qu'est-ce qu'on fait? L'État fait appel, le gouvernement fait appel à tous ses partenaires internationaux. Je veux attaquer le problème des gangs dans le pays. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Est-ce que vous pouvez m'aider à créer un fonds? Et on prend une loi, ça doit être créé par loi. On prend une loi, on crée un fonds destiné à la sécurité. Donc on met le Fonds national de sécurité, Fonds national de défense. Et à ce moment-là, l'État dit, ce fonds-là, on va l'alimenter. Chaque fois qu'on alter en cas d'immatriculation, donc on a 500 points dans l'immatriculation de déposer dans le fonds. Chaque fois qu'on a acheté un laptop pour 1 000 $, on dit 10% pour le laptop là, il va dépenser dans le fonds de sécurité. À ce moment-là, on a un fonds qui est affecté à un besoin particulier. Comme il n'a pas financer autre chose
L'IPA doit financer autre chose que ce qu'il y a fait à l'État. L'IPA financer salaire professionnel. L'IPA financer acquisition de livres. L'IPA financer subvention pour des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. L'IPA financer construction de bâtiments scolaires. Vraiment, il y L'IPA a financer quand tout tu ce qui a populaire, fait à l'éducation. Mais pas à faire autre chose. Mais les fonds de concours ne sont pas non plus sans conséquences, sans risque. Je donne l'exemple là, ça fait presque 6 ans que le pays a bloqué. Ça fait 6 ans que route nationale va fonctionner. Et quand il On peut dire, est-ce qu'il faut faire la réponse à la nappe jusqu'à ce que la sécurité publique Le prix machine. dépenser à autre chose. Donc, on a un besoin en matière de sécurité qui va répondre, et pourtant nous comptons comme dominant vert. Si tous les fonds étaient déposés d'un seul panier, vous passez bien pour de ça. Et quand nous avons des fonds de concours, nous pouvons utiliser autrement que pour les besoins dont le fonds a été créé. Donc, puisque le fonds est affecté, il est pas vrai, ça favorise l'accumulation de caisses noires. C'est ce qu'on reproche au fonds de concours. Et c'est pas quelque chose de mauvais de disposer d'un fonds consacré à financer un besoin particulier. Fonds de développement du tourisme. C'est cette loi qui a été décidée en 2014 pour financer les activités touristes et qui ne génèrent pas beaucoup d'argent. Donc, les principales ressources, vous avez les externes internes, les produits trésors, je vais parler, la dette du FM. Après le tremblement de terre du 12 juin, le Fonds monétaire international avait éliminé la dette d'Haïti. Haïti devait prendre à l'époque 150 millions de dollars pour Fonds monétaire. Comme tous les pays, tous les principaux partenaires avaient décidé d'annuler la dette d'Haïti, le Fonds monétaire avait décidé d'annuler la dette d'Haïti envers le fonds. Mais en éliminant le fonds, vous dites, je l'annule pour vous, mais vous deviez l'utiliser pour construire des bâtiments publics. C'est avec cette dette, au lieu de payer la dette au fonds monétaire, on utilise chaque fois qu'on veut payer pour construire le palais des finances. Pour construire le palais de la Cour des affaires des donc, le palais de finances inclut la DGI et la douane et le ministère. La Cour des comptes est financée aussi à travers le FNU. Et le palais législatif aurait dû être financé à travers cette même idée, tout comme le ministère des Affaires étrangères. Donc, en point interne, il faut parler de lui. Pas rien qu'empêcher l'État à faire les dons. Vous avez de l'argent. Est-ce que vous me les passez? Je vous paye des intérêts, je vais construire des routes avec. Et les ressources externes, les partenaires financiers internationaux apportent aussi leur contribution à ce budget. Donc, si nous regardons le côté financement sorti. Certaines institutions, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire, comme l'Union européenne, comme l'USAID, apportent un financement en Haïti. Mais attention, les outils, financement international, ça n'a pas veut dire que comme plan déposé dans la Banque centrale. Les nous, on va faire des activités dans le pays, tout entrer dans le financement de Haïti. Même que ce n'est pas le gouvernement directement qui a créé. Ils ont utilisé pour nous, ils ont construit pour nous son don, mais ce n'est pas Haïti qui a créé. Le gouvernement, c'est grand. Et appui budgétaire, c'est surtout l'Union européenne qui a apporté la budgétaire. Vous avez prévu de collecter 245 milliards d'euros si vous faites bien vos affaires, si vous appliquez la transparence,
si vous ne dilapidez pas les fonds publics, si vous avez un manque à la fait, l'Union européenne vous accorde son financement, que vous pouvez directement utiliser, on l'appelle appui budgétaire. Tout comme le pays peut se présenter devant les banques étrangères pour demander des prêts pour financer ces projets d'investissement. Comme malheureusement, à partir de 2010, nous avons demandé à nos partenaires, pour notre situation de pauvreté, d'annuler nos dettes, ce qu'ils ont fait. Donc, nous sommes un pays insolvable. On ne peut pas vous faire des prêts. On peut vous donner des petits dons. Donc, s'il nous faut, comme pays, retourner sur le marché international pour faire des prêts, pour nous mettre l'ordre, pour nous suspendre gaspiller l'argent, pour nous suspendre les recettes d'État, pour nous acheter belles voitures, on a payé des salaires mirobolants pour faire une gestion parcimonieuse et responsable de nos ressources, et c'est là nous faire, nous montrer, nous servir, nous gérer le pays, nous gérer les ressources, nous faire crédibilité, nous, à ce moment-là, nous avons présenté devant n'importe quelle banque étrangère et ce prêt pour financer nos investissements. Deux capacités. L'aéroport du Cap-Haïti a été financé à travers un prêt de 34 millions de dollars de la Banque de développement économique et social de la France. Haïti, et tout récemment, Taïwan a apporté un prêt à Haïti de 150 millions de dollars pour faire son réseau électrique. À part de ces prêts, par une banque étrangère, par un pays étranger, a disposé de des formes pour autant que nous allons mettre l'ordre dans la gestion à faire. Quand on parle de loi de finances, on met dans le terme milliard 3 loi de finances. Il y a un premier que nous appelons loi de finances initiale. C'est celui, alors c'est celle qui est préparée par le gouvernement, qui est déposée au Parlement le 30 juin de chaque année au plus tard, que le Parlement vote et qui rentre en vigueur le 1er octobre de chaque année. On l'appelle loi de finances initiale. Dans cette loi de finances initiale, le gouvernement avait prévu la ramasser, il a joint 300 milliards de euros, ils font budget 300 milliards. Au cours de l'exercice, une situation exceptionnelle qui faisait la production, il y aurait au lieu de 300 milliards, c'est 400 milliards que la ramasser, il faut retourner là-bas. Nous déposons votre projet de loi, que nous avons loi de finances rectificative. Parce que ce n'est pas par le fait d'être 100 milliards supplémentaires, ce n'est pas comme maman n'a pas alterné liquidité pour lui, il faut tourner dans le Parlement pour la demander autorisation pour dépenser. Et si toutefois, il réaliser que les 300 milliards prévus ne seront pas au rendez-vous, c'est 250 milliards, il faut tourner dans le Parlement pour la dire, s'il vous plaît, nous devons faire 300 millions et les informations que je dispose me permettent de croire que je ne pourrais pas réaliser cette performance, je vais devoir réduire mon budget et le ramener à 250 milliards. Autorisez-moi à le faire. C'est ça que les lois de finances rectificatives. Qu'elles soient rectificatives, qu'elles soient initiales, les fins exécutées, il faut que le 15 juin, le gouvernement tourne dans le Parlement et déposer une loi de règlement. Il dit, vous m'avez autorisé à collecter 300 milliards d'euros, voici comment j'ai dépensé les 300 milliards. Et le Parlement vote la loi de règlement. Lorsque le Parlement vote la loi de règlement, ça confirme que le budget a été exécuté tel qu'il a été autorisé. Nous allons comprendre, et c'est plus tard,
lorsque le Parlement pour jouer son rôle d'autorisation et de contrôle. Ah, nèg ici ka voté. Merci. Nèg ici mon moché. Adjadé. Nèg ko fait plus monde de la nouvelle. Les principales étapes dans le processus d'élaboration. Première étape là, qu'est-ce que je fais pour pouvoir collecter comme ressources pour là? Et que deux mécanismes ordinairement nous avons utilisés. L'année dernière, les recettes étaient estimées, je dirais, à 300 milliards. Là, mettez dans position ministre financier. Les recettes collectées pour l'exercice écoulé étaient de 300 milliards. Prérogative d'initier l'article 111.1 de la Constitution. L'initiative des lois budgétaires, des lois qui augmentent les recettes, qui définissent les dépenses de l'État, sont de la compétence exclusive du pouvoir exécutif. Mais par contre, projet que le gouvernement prend en matière de loi budgétaire, c'est un projet. Ce n'est pas encore une loi, ce n'est pas une loi. Celui qui a toute autorité pour définir le budget, c'est le Parlement. Le Parlement conçoit l'obligation de respecter l'équilibre. Vous avez décidé de collecter 300 milliards et de dire que ces 300 milliards, on ne peut pas changer. Mais à l'intérieur, vous avez décidé de financer des lampadaires solaires. En tant que parlementaire, effectivement, il me faut des salaires de l'État. Je désaffecte, le Parlement désaffecte les ressources, les allocations du gouvernement et les alloues à d'autres obligations. Je dis toujours que le gouvernement n'a pas de budget, n'a pas de loi de finances, c'est le Parlement qui lui donne un budget. Comme c'est le Parlement qui donne un budget, c'est le Parlement qui est autorisé à contrôler l'exécution de ce budget. Après, dit pour nous, le Parlement fait des lois sur toutes les questions d'intérêt général. Le gouvernement n'a plus de prérogatives législatives. L'instant de président va prendre décret, il s'approprie des compétences que ne leur reconnaît pas la Constitution. Mais attention, il a une histoire derrière. Non, c'est pas grave. Jusqu'en 1986, chaque fois que le Parlement va en vacances, jusqu'à 1986, chaque fois que le Parlement va en vacances, le deuxième lundi de septembre de chaque année, le pouvoir législatif transfère ses prérogatives au pouvoir exécutif. Il habilite à prendre des décrets et en force de loi jusqu'à la rentrée parlementaire. Ça t'excède pendant toute la dictature des vieux paliers où le pouvoir législatif transfère ses prérogatives au pouvoir exécutif. La Constitution de 1987, les trois pouvoirs sont indépendants. Aucun pouvoir, sous aucun prétexte, ne peut transférer ni en tout, ni en partie ses prérogatives à notre pouvoir. L'exécutif n'est plus habilité dans le cadre de cette constitution à édicter des dictats. Donc, maintenant, pour nous, le pouvoir exécutif est seul compétent pour élaborer son budget. Il élabore son projet de budget. Il aura un budget, il aura une loi de finances quand le Parlement l'aura voté, les deux chambres l'auront voté dans les mêmes termes. Il y a un calendrier qui est prévu par la loi. Actuellement, le gouvernement doit être en phase pour finaliser le budget de l'exercice 2026-2027. Le 30 juin qui arrive dans 45 jours, c'est la date limite où le projet budget devrait être déposé au Parlement. Et le 1er juin qui va arriver, c'est la date où le budget de l'exercice 2024-2025, la loi de règlement, devrait être déposé au Parlement.
Le budget, il y a le calendrier qui est établi, les procédures, les entités qui sont impliquées dans le processus d'élaboration et la date de démarrage des travaux, les consultations à faire, les principaux échéances et finalement la date du début. Et le Parlement aussi a une date qui est dans cette même loi pour qu'il vote le budget. Le budget, une fois élaboré, est adopté en Conseil des ministres et doit être déposé au Parlement le 30 juin au plus tard. La Chambre des députés dispose d'un délai de 60 jours pour voter le budget et le Sénat d'un délai de 30 jours pour son vote. Une fois le budget, la loi de finances, je parle de ce document-là, une fois qu'il a été adopté dans les mêmes thèmes par les deux chambres, il est transmis au pouvoir exécutif qui le promulgue et le publie au journal officiel pour devenir loi. Aux États-Unis, le budget a été préparé, élaboré, voté, maintenant doit être exécuté. Maintenant, d'abord, pour qu'il soit exécuté, il faut commencer à collecter les ressources. Moi, je vais des GI douanes, allouer les crédits, à qui ça va l'utiliser pour qui ça va priorité, et c'est là nous-mêmes, à travers les priorités en tant que jeunes, pour nous, est-ce que le budget ça, il a adressé vos problèmes? Est-ce que il y a des perspectives pour nous à travers ce budget? Pas pour un budget, c'est pour son plaisanterie. Tout notre destin, en tant que citoyen haïtien, se retrouve à l'intérieur de ce budget. Exécuter les charges et édition des votes. Ce n'est pas le fait que le budget a fini voter, il faut que le monde gérer. Il faut dire que ça a fait avec comme. Vous pouvez avancer un pas. Le Parlement, une fois ceci, nous, le projet de budget doit être déposé en priorité à la Chambre des députés. La Chambre des députés doit être le premier à être saisi du budget de la loi de finances. La Chambre des députés dispose des mêmes prérogatives que le Sénat. Elle peut faire des amendements, elle peut désaffecter des crédits et réaffecter des fonds. Et le Sénat n'est pas forcé d'avoir la même position que la Chambre des députés. Les députés qui ont voté pour désaffecter complètement des salaires personnels. Même en tant que sénateur, et quand on va désaffecter, on va construire un campus universitaire. Donc, il y a un conflit entre les deux chambres par rapport à leur analyse de l'appréciation du budget. C'est pas bon. Que les deux chambres des débats sont différentes, mais ils ont un délai. Le budget doit être publié au plus tard le 30 septembre pour entrer en vigueur le 1er. Donc, il peut arriver, et c'est arrivé souvent, que les deux chambres n'arrivent pas à s'entendre sur le budget. Et quand les deux chambres n'arrivent pas à s'entendre sur le budget, ça ouvre la voie à une terminologie qu'on appelle la navette. L'absence dans la chambre du Sénat, l'absence pour toute la chambre des députés. Jusqu'à ce que, et c'est arrivé à plusieurs occasions, et nous, pendant tout mon mandat, le sénateur de la République, nous avons eu à voter un seul budget. On était toujours en désaccord avec les équipes. Et on était toujours en désaccord avec la Chambre des députés. Des désaccords personnels, des désaccords de fond. La Chambre des députés peut désaffecter des dépenses qui auraient dû être consacrées à des investissements pour les allouer au fonctionnement. Donc, maintenant, que nous-mêmes pas accepter ça. Le président de la Commission économique et financière du Sénat était motivé par le développement, il était motivé par le bien-être. Augmenter les salaires du personnel, c'est une chose, mais ne pas pouvoir investir dans l'éducation, c'est autre chose. Ne pas investir dans des constructions de route, c'est une autre chose. Les désaccords entre les jeunes, ils basés sur des positions purement doctrinales. Et une qualité idéologique,
examen, quand les deux chambres sont saisies de la loi finance, par contre, il n'y a pas de problème comme ça. Les chambres consultent la population. Première chose, la chambre interpelle les membres du gouvernement pour venir défendre leur budget. La chambre convoque le ministre des Finances pour justifier est-ce que les mesures fiscales adoptées par le gouvernement ne vont pas affecter les conditions de vie de la population. Le gouvernement décide de passer droite par face à 25 000 gouttes. Parlement pour accepter. Le gouvernement décide de mettre un droit pour laisser passer pour les animaux. Il mettait 6 000 gouttes. Est-ce que par député sénateur, quand là c'était un paysan paye 6 000 gouttes pour laisser passer? Donc les mesures fiscales nous intéressent particulièrement comme élus du peuple. Et ça, c'était débat à parler. Première chose. En tant que sénateur, moi représentais un département. Les voix que je les donne au nom de mes mandants. Est-ce que je ne pas tourner devant le Mathieu, je vais voter le budget, que pensez-vous? Est-ce que je ne pas faire des séances pour me présenter au budget? Je m'appelle avec nous là. Il fait, Zomi. Il fait. C'est que je ne parle pas là-bas. Il fait. Il a le fait. Ah, mais c'est fâché, moi, vous lui faites. Mais, est-ce qu'on n'en fait pas maintenant? Moi, comme sénateur, s'il vous plaît, c'est pas une faveur. Le 7e préambule de la Constitution. Nous tout qu'il a à lire. Toutes les décisions, toutes les grandes décisions engageant la vie nationale doivent être objet de consultation et de partisane de toute la population. Pas aucune grande décision que l'État, que le gouvernement doit prendre sans ne pas consulter le peuple là, sans ne pas partisaner de décision. Lorsque nous parlons de consultation, j'appelle d'abord les membres du gouvernement. Il faut venir défendre ce qui va jouer dans le budget. Même si quand c'est monde qui l'a je dois inviter tous les ministres pour qu'ils défendent leur budget. Ça, on va le faire avec. L'homme fini, j'appelle les acteurs de la société civile, les organismes des droits humains, les acteurs économiques, les partis politiques, les universités d'État d'Haïti, pour venir défendre le budget. Et l'homme qui fait toute analyse, ce n'est pas pour rien, faire dire nous, ça prend un délai de 70 jours. Ce n'est pas plus qu'à déposer, je vais voter demain. Budget gouvernement présenté, ce n'est pas le capot. Budget que le gouvernement déposé, ce n'est pas le capoté. Et n'a corrigé à travers des consultations que nous faisons dans ce sens. À travers les remarques formulées, à travers les échanges faits, à travers les propositions faites par certains acteurs. Tout ça prend en compte dans l'élaboration. On prépare le rapport de la commission, le budget est présenté en assemblée plénière, en séance plénière, publique, ou en tant que président de la commission, je dois défendre devant les 29 autres sénateurs les décisions que j'ai eu à prendre à travers ce texte que je leur demande de voter. Ça se fait jamais. Les séances au Parlement sont publiques. Le Parlement a deux positions. Il adopte le budget ou le rejette. Si on le rejette, nous demandons au président à mettre des voiles au bout. On ne vote pas. On n'est pas d'accord avec le budget tel qu'il a été présenté, on le rejette.
Comme on le rejette, le gouvernement n'a d'autre choix que de reconduire le budget de l'exercice précédent. Ça se fait chaque. Et nous, pendant mon passage au Sénat, on a eu à adopter qu'une seule loi de finances pour le gouvernement. Et c'est avancé pour moi. Le troisième parti, nous donner ma planification. Pour troisième partie, nous donner. Nous c'est voter et pas voter. Pour troisième partie, nous donner qui c'est négocier. Et l'autre. Quand même. Quand même. Quand même. Ah, ok. Quand même. Vous donner quelque chose là. Non, 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 non. Non, non. Nous sommes beaucoup transparents. Fais confiance. Je fais mon travail, mon amour. Ok? Le débat budgétaire, c'est l'instant privilégié pour le concrétiser pleinement ses prérogatives. Question pour le peut-être à poser. Est-ce que nos élus parlementaires sont à la dimension des responsabilités qui doivent assumer? Malheureusement, non. C'est prévu par nos parlementaires, malheureusement, ne sont pas à la hauteur des responsabilités que vous leur confiez. Mais qui les a votés? C'est vous. Si nous votons, parce que nous pas vraiment travail que tu as supposé faire. Parce que le monde, c'est là que défier. Si nous avons une grosse travail que nous faire, nous avons voter. Ça, c'est le rêve de faire. Ah, merci. Pour dire c'est quoi le budget, quelle est la mission du parlementaire, même sortir. La place de jour au Sénat, c'est celle des 300 000 votants d'élus. C'est non normal pour vous. Est-ce que c'est pas tout normal ou mal Jérôme de qui pose sur la France? C'est ça tout. Le Parlement a trois responsabilités, trois prérogatives. Représenter sa circonscription pour les députés, le défendre pour les sénateurs, contrôler l'action gouvernementale et légiférer. On est là pour faire des. Est-ce que tous nos parlementaires sont des experts en élaboration? Ah. Est-ce que tout objet étudié loi? La réponse est non. Quand on dit un homme, un vote, qui est élu? En régime démocratique, c'est à travers des élections qu'on parvient au pouvoir. Un homme, un vote. C'est moi qui viens l'éduquer, qui fait le garçon. Est-ce que c'est moi? Non. C'est un homme, un vote. C'est un homme, un vote. Qui peut bénéficier, non, qui peut bénéficier du suffrage de la population? C'est un homme, un vote. C'est ça le principal. Un des défauts d'un système démocratique. Un homme, un vote. On a que monde qui est capacité, par un empêche beaucoup plus tout. Pour nous comprendre qu'un système démocratique, c'est un homme vote. Une femme voix. Est-ce que nous prêts pour aller devant souverain pour nous dire, nous voulons changer de la vie, nous pas la belle, nous langage que nous comprenons. Pour l'accorder nous vote hier. Si nous ne pas faire ça, c'est monsieur qui a fait. Pour pas faire bêtise, c'est monsieur voté. Généralement, dans une élection, donc la gauche a attendé l'opposition. Et automatiquement, on vient voter, pour que nous pas la donne. Ah, bon, fait oui. Deuxième femme là, ça fait deux fois le huitième, deux femmes là. On a Messieurs, dames, s'il vous plaît, c'est vrai, vous arrêtez là. Et tout. Non.
Est-ce que sous présentation? 243 milliards. Nós sabemos qual. Tá gravado no som. O pai Muni. Quanto percebe? Ok? Não. En 2024, blanc, USAID, ANDI, Union Européenne, Fonds monétaire, Banque mondiale, BID, la contribué dans le budget pour 76 milliards. Nous rendons compte, ressources internes 192, ressources blancs 76 milliards. Mon qui a dit que le budget nous financé en totalité par blanc, mais chez les recettes internes, ça connecté en décret, c'est 192 milliards. Ce que la communauté internationale, pour le budget, c'est 76 milliards. Non. Les 72 milliards en 23-24, ils descendent à 67 milliards en 24-25, ils descendent à 64 milliards en 25-26. Ça veut dire, messieurs, dames, contribution blanche en notre budget est en train de décliner. Et simultanément, les recettes nationales sont en train d'augmenter de 207 à 243 millions. Globalement, en fait, C'est pas pour que ou non? Est-ce que mon ami ne pas connaître? Est-ce que mon gars n'a pas été ne pas connaître? Est-ce qu'on t'a retourné ne pas connaître? Mais ce que j'ai comme information à travers le budget que j'ai analysé pour vous faire cette présentation, j'ai noté qu'il y a 100 000 fonctionnaires de l'État. J'ai noté. Et bien entendu, s'il vous plaît, avant de finir là, il y a 4 nuits par travail. Éduquer les autres, c'est d'abord l'essentiel, se rééduquer soi-même. Je ne peux pas faire une conférence sans me parler, sans me parler, chercher tout le temps en mesure de répondre à toutes questions. Ce n'est pas pour rien que je viens avec ça. Il faut me donner ça. Vous comprenez? Pas comme ça. Ok? Qu'est-ce que non. Madame, s'il vous plaît, il y a une question. Question qui n'a information, madame. Puis ouvert que ça. 71% hommes, 28% femmes. Grande d'âge, au-dessus de 55 ans, il y a 27 000 fonctionnaires de l'État qui prennent plus de 55 ans. Les 4 ministères les mieux pourvus, ministère qui est plus mon vous pensez que ça comprend mieux. Ministère de l'Éducation nationale, 45 120 fonctionnaires employés. Parce que la masse salariale, c'est 1,365 milliard. Est-ce que nous faut qu'ils sont qualifiés aussi élevés? Professeur. Et la moyenne salariale divisée 1,345 à peine 42 000 gouttes, c'est le salaire moyen du personnel enseignant. 42 000 gouttes. Le ministère de la Justice, de la Sécurité publique, 18 319 employés. Pour une masse salariale de 777 millions d'euros. Donc, on fait ça. La police nationale d'Haïti, sur les 18 000, la PNH a 14 000 employés. Bien sûr, employés civils, plus les polices. Le ministère de la Santé et de la Population, 10 452 employés. Pour une masse salariale de 350 millions d'euros. Et en dernier lieu, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a 4 343 employés. Nous pouvons une raison,
c'est la DGI avec 1700 employés et la douane avec 1600 employés. Voici les 4 ministères. Nous avons ces 4 ministères absorbent 78 000 des 100 000 fonctionnaires de l'État. Ces 4 ministères, à eux seuls, représentent 75% de l'effectif de la fonction publique. Quelle est la politique du budget? Nous disons, le gouvernement, fondamentalement, a besoin d'un budget pour financer ses dépenses, pour répondre à des engagements électoraux. Nous parlons de l'élection. Nous parlons faire peuple la promesse. Là, nous finissons. Malheureusement, lors des campagnes électorales, il n'y a pas de débat sur les promesses. Vous faites des promesses, vous construisez une route sortant de Grecier pour Cabaret. Non, madame, non tenu. Est-ce que vous avez questionné le candidat ou est-ce qu'il va trouver les moyens financiers pour le faire? Est-ce que avant d'appétit, mais c'est exactement ce à quoi on s'est habitué pendant les 30 dernières années. Les candidats qui sont aux élections municipales, locales, présidentielles, législatives, sénatoriales, ils font des promesses mirobolantes, mais n'indiquent jamais où est-ce qu'elles vont trouver les ressources pour les réaliser. Bon, ça me montre nous là. Pas de miracle qui a fait. Pas de miracle qui a fait. Et si, par exemple, nous sommes de nous aller dans ça qui a ressources, il y a 58 milliards de poudre à collecter à travers les postes de revenus. 58 milliards de poudre divisé par 7 millions de monde qui gagnent 18 ans. Pour 58 milliards de poudre, divisé par 7 millions d'Haïtiens qui ont 18 ans. Chaque Haïtien ne paie que 5 500 gouttes de poudre par année. Qu'est-ce que l'État peut faire? Que coûte chaque Haïtien à l'État? Mais qui ça l'État investi dans chaque Haïtien? C'est un autre débat, nous allons répondre. C'est un autre débat. Les dépenses publiques, madame, sont financées à travers les impôts. Si laissons la défense l'impôt, il n'y aura pas de service public. Pourquoi les gens ne payent pas les impôts? Parce qu'ils ne trouvent pas les services. Quand ils ne trouvent pas les services, ils ne payent pas. Et au fur et à mesure qu'ils ne payent pas, la capacité d'État diminue et les services deviennent inexistants. S'il faut, il a dit tout à l'heure, vous voulez changer le pays, vous voulez que le pays offre des services, il faut accepter le pays. Ceux qui ont détruit l'essence économique, ils savent que les services publics peuvent être marchands et non marchands. Il y a des services publics que l'État doit fournir, que les citoyens de les payer ou pas. C'est ce qu'on appelle les services publics non marchands. Les services marchands ont un coût. Vous voulez de l'électricité, il faut payer pour. Vous voulez des routes, il faut payer pour. Vous voulez une connexion d'eau potable, il faut payer pour. Les services ont un coût. Bon, malheureusement, nous construisons tout. On n'écoute pas de droit. Merci, madame. Merci, madame. Pour nous réorganiser. Le budget de l'État sert à financer les dépenses publiques, répondre à des engagements électoraux et là, influencer les opérateurs. À travers le budget, ça. Vous identifiez que le gouvernement va construire un aéroport à Jérémy, celle de Jérémy. Là, il y a une aéroport de Delis. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Le gouvernement annonce qu'il va construire un aéroport à Jérémy. Vous savez de Jérémy. Allez vous faire. Vous allez vous installer à Jérémy, ouvrir votre entreprise qui vend des matériaux de construction. Quand l'aéroport va être construit, vous serez le premier fournisseur. Donc, le budget indique aux opérateurs là où l'État va investir son argent. Comme ils sont informés de là où le
va investir ces ressources, les opérateurs vont se positionner pour être les principaux bénéficiaires des investissements publics. La construction, ça voulait faire. C'est soit appel d'offres pour faire film, non, ou doit gagner toutes sortes de la vie, et pas faire pour la joie. Pourquoi appel d'offres? Vous faites la construction, ça. Non, pas vrai. C'est pas seulement ça, madame. Non, on parle de. Non, vous avez posé une belle question. Est-ce qu'on vous appelle d'offres là? Pour choisir meilleur. C'est pour ouvrir l'accès à la commande publique à tous les opérateurs. Pour pas les partisans, pas les particuliers. L'État va acheter 50 machines, l'État fait un appel d'offres. J'ai besoin d'acheter 50 véhicules répondant à telle ou telle spécification. Quels sont ceux qui sont disposés à fournir l'offre? C'est ça l'appel d'offres. Peut-être que tous les opérateurs. Dans tout notre pays, l'État met constitution. Ouais, il y a parlé des États-Unis. Il y a parlé des États-Unis. Ils sont pays d'opportunité. Oui, ils sont pays. Mesdames, vous pouvez parler. Oui. On a parlé des États-Unis qui sont pays d'opportunité. Oui, ils sont pays d'opportunité, liberté de travail. On travaille, on fait comme là, mais comme là, tout l'été parce que l'exige, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait courant, il faut payer tout bagage. Tout service sont payés. Ça veut dire si nous touchons là en vendredi, il doit être 1 heure. Même je tout service, on vit bien. Qui ça l'État pas nous offrir pour vivre bien? Le problème pour l'État, c'est parce que yo exige nous payer service et puis nous pas joindre. She was done. Messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est le premier monde. Nous autres, là. Les gens ne payent pas des impôts, ce n'est pas ici seul. Dans aucun pays, personne ne paye. Mais l'État exige. L'État les exige. Madame, tous les pays du monde cherchent ce qu'on appelle le consentement volontaire à l'impôt. Les gens adhèrent à l'impôt sans être contraints. Pour que les gens puissent adhérer à l'impôt sans être contraints, faudrait-il bien qu'ils savent que l'État répond à leurs attentes. Et quand l'État ne répond pas à leurs attentes, ils choisissent de ne pas payer leurs attentes. Donc, pour le faire, On avance. si vous avez fini, après bon. Amen. Même dit, T'es bon. le gouvernement, à travers le budget, dit qu'il va financer ses dépenses. Le budget dit aux opérateurs, voici là où l'État va concentrer ses investissements. Et là où moi, en tant qu'opérateur économique, je vais chercher des opportunités. Troisièmement, l'État, les candidats qui avaient fait des promesses, c'est à partir de leur budget. Pour voir est-ce qu'ils étaient honnêtes et sérieux. Si nous allons faire construire 10 aéroports pendant mon mandat de 5 ans, vous parlez si nous sommes bluffeurs, ça travers mon budget. Si nous dit je vais embaucher 25 000 jeunes dans la fonction publique, pour mon budget, dire là, il y a pour 25 000 jeunes. Si moi dis, je dois construire 10 hôpitaux départementaux, il faut que notre budget ou sous notre campagne est annoncée 10 hôpitaux départementaux, 10 stades dans chaque département. Et que mon budget, il ne faut pas avoir un rien qui pour ça. Et c'est ça les promesses nous se donnent. Avant qu'on te fait là,
C'est parce que l'on vous comprendre. Pour comprendre mon promesse. Avec 245 milliards de recettes internes, quel que soit le monde qui passe de la prudent par rapport au moins, comment ça fait la France. Avec 245 milliards d'euros, donc 102 milliards pour payer le salaire des fonctionnaires, avant de faire des promesses, il faut être. On avance. Est-ce que sans promesse là, nous-mêmes, nous avons voté? c'est où? 2000 gouttes. On a démarré. Il n'y a pas mille gouvernements pas de candidat encore. À travers le budget, Il n'y a pas mille gouvernements pas de candidat encore. à travers ce même document, messieurs dames, s'il vous plaît, à travers ce même document, le gouvernement dit qu'il va accorder des exonérations fiscales à toute entreprise qui va s'installer dans la France. Donc, on a besoin de 15 ans d'exonération d'impôts. L'État annonce à travers ce budget qu'il va donner des exonérations fiscales à toute entreprise qui s'installe à Anse de l'eau. Même si c'est mon nom de l'eau. Où ça parle du factoryment de l'eau, va prendre 15 ans d'exonération d'impôts. Sous base que ça prend des décisions, sous base du budget que l'État présente. Si l'État dit désormais, tout le monde a construit une station d'essence dans la zone métropolitaine, la paye 2 milliards, 50 millions d'euros comme dépôt de garantie. Est-ce que nous allons construire? L'État décourage la création d'une telle entreprise à travers les impôts. Et c'est à travers le budget que Mapoué, une pénalité de 50 millions d'euros, qui a imposé à tout le monde qui a construit une station d'essence à proximité des zones résidentielles. À travers le budget, je le vois. À travers le budget, je le vois. Je vous donne ce que le budget peut indiquer aux opérateurs. Le livre là va mentir. C'est pas lui, madame. Ça, j'ai va mentir. Pas pour le budget, non? Pas théorie. Président, moi, je suis mais quand là, madame, je pas bien rien. Vous ne pas comprendre ça. Non, non. Vous ne pas comprendre ça. Non, 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 non. Donc, expliquez-moi. Madame, si mon défaut, c'est d'être un pédagogue. Nous ne pouvons pas apprendre pour ne pas comprendre les formes fortes. Tout ne pas apprendre. Moi, je dis, à travers le budget, et à budget ça, à travers ce document, si l'État veut décourager une entreprise, c'est là où on peut. À travers ça, si le gouvernement veut encourager une entreprise, c'est là où on peut. C'est ça fait que, quel que soit le monde, il n'est pas capable d'intéressé à ça. Madame, et moi, je dis, avec madame, pas dire dans le budget, madame, moi, non, on va parler comme par là. Mais ça me fait nous comprendre de cela. Si l'État veut décourager une entreprise, c'est dans le budget après. S'il veut favoriser une entreprise, ou après dans le budget. Et ça va toute décision que l'État veut faire. La population, à partir du budget, pour exemple, comprendre est-ce que sa charge fiscale va être augmentée. Deuxièmement, est-ce que le budget ça va changer les conditions de la vie? Bon principe qui veut que nul n'est censé ignorer la loi. Attention. Mais, ou pas bien m'apprendre nos frères. Si l'aime ton bagaille, tendez, on me fait juste le coup. Dans un état démocratique, les autorités sont tenues d'informer les soins de l'extérieur. Voilà. Mais Abdouli, mais c'est pas comme dit
Nul n'est sans courir monter dans le plafond, mais il t'aime plus l'esprit folie. Dans un État démocratique, l'État est tenu d'informer les citoyens. Et ça, vous pas considérer que c'est le budget. Moi, vous croyez que c'est ce qu'est un budget. Pour qui ça, le budget, pas de la finance? Non. Est-ce que nous assistons à un atelier, un séminaire, une formation sur le budget dans le conseil? Et nous offrir une opportunité. Nous avons sorti là avec l'idée, à travers vos organisations, vous allez demander que des emplois publics. C'est ça, ce n'est pas moi qui apprends le public, non. Ici. Pour que ça me dit moi-même, les un budget comme sénateur, mal dans le département, mal communiqué. Pour que ça me dit, m'inviter à la société civile, discuter avec lui, moi, les responsables universitaires d'État, moi, ce budget avec moi, université publique régionale, moi, présenter au budget. Nous prenons même software, pas de province avec. Dans le département de la caille, même les constitutions, amis. Nous prenons l'obligation en tant que parlementaire, mais les constitutions. Pourquoi ça depuis n'a pas besoin de constitution, de loi? Parce que nous pouvons la loi dit les citoyens doivent être informés de l'exemple des lois pour qu'ils les respectent. Même si c'est pour nul n'est censé l'ignorer. Même penser dans un état démocratique, c'est mieux de faire savoir aux citoyens pourquoi les voix existent. Ça va dire nous là. Augmentation du fardeau fiscal. En deux ça, tout est pour augmenter là-dedans. Moi-même qui citoyen, je vais dire que papa peut passer à 10 000 jours. Même si moi, mon organisation n'est pas déposée. L'autre jour, là, en 2022, ils ont adopté un nouveau code général des impôts. 2021, le président Jovenel Moïse, de sa seule autorité, décide de changer la constitution du pays. Date référendum pour 21 juin 2021. 21 mai, nous publions un article de 12 pages que nous dénonçons du Paris noir. Quelqu'un qui a prêté serment, qui a juré de respecter, de faire la Constitution, il n'a pas nulle autorité pour changer. À mon compte, pendant demain, on va même connaître demain. Est-ce que tout citoyen, tout récemment, le CPT voulait faire un amendement à la Constitution. Donc, on fait là mon ancien premier ministre, c'est Nel Chacha, qui font leur Constitution. C'est public dans la radio qui a déclaré de monstruosité. Nous avons dénoncé la Constitution inerte présentée. Mais si je ne pas dénoncer, je ne sais pas passer. Combien de monde qui a dénoncé? Eh bien, justement, pour que ça me connaisse, mal constitution. Par quel président qui parle plus loin? Pour que ça allait à dimanche, fait décerner un mandat d'amener contre moi-même à cause de l'équipement scène, que Moïse est partisan. Nous sommes publiquement dit par parce que je lis la Constitution. Même quand j'aurais demandé à un ministre de faire quelque chose, il assume la responsabilité. C'est ce que dit la Constitution. Aucun note verbal ou écrit du président de la République ne peut soustraire un ministre de la responsabilité attachée à sa fonction. Jimmy Albert ministre, moi je dis, il faut garder 50 millions. Il faut dire que le président n'est pas capable. Moi je dis, moi je veux, il y a deux choix de démission. S'il pas de baoul, il faut l'assumer. Il faut lire la Constitution, amis. Il faut lire la loi. Ah, il faut lire la loi, il faut lire la Constitution pour connaître. Même si que budget, pas de quel côté qui autorise le gouvernement pour décret. C'est dans la Constitution liée. On n'a pas pensé.
T'as chargé. Qui monde qui est chargé pour exécuter le budget? Ce sont les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et les institutions indépendantes, les organismes autonomes. Ces trois entités sont toutes impliquées dans l'exécution du budget. Pour qui est responsable en matière d'exécution du budget, il y a trois autorités. Il y a les ordonnateurs, il y a les contrôleurs financiers et les comptables publics. Qui est ordonnateur? Ce sont les ministres placés à la tête des ministères qui jouent un rôle d'ordonnateur. Ils ne sont pas des comptables publics. Les ministres ne sont pas des comptables de délégués ou des ordonnateurs. Ils passent l'ordre d'exécuter une dépense. Le comptable peut dire au ministre, ce que vous des débats, ne peut pas le faire. S'il fait, il faut l'assumer. Le contrôleur financier et le comptable public, ils ont juré, ils font dépôt de garantie de leur bien propre. Ils ont le droit de refuser d'exécuter un ordre émanant d'un ministre depuis l'ordre de PA, il ne pas répondre au budget public. C'est la loi du 4 août 2016 qui est signée. Donc, lorsqu'on contrôleur financier, on ministre paye au marché 50 pour la béquille, on dit il me faut un appel. Au moins 3 au format. Si pas pour moi, je ne peux pas faire cher. Et prêter serment pour ça, c'est dans la loi musicale. C'est dans la loi. Si nous ne pas respecter, si nous pas respecter la loi, on va payer conséquences à nous-mêmes. Parce que les ministres ne sont que des ordonnateurs. Ils ne sont pas des comptables de deniers publics. Ils vous donnent l'ordre de payer. C'est à vous de savoir est-ce que vous pouvez payer ce qu'ils vous demandent. Les contrôleurs financiers, les comptables publics. Le principal ordonnateur, c'est le ministre des Finances, qui est l'ordonnateur principal de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'État. Bonsoir tout le monde. Je remercie l'excellence président avec le merci Ray aussi qui fait bon travail ça pour le ballon pour l'information ça. Question bon bien que je sais que capacité des questions à donner. Question c'est concernant budget. Vous parlez de prérogatives législatives à l'air. C'est que ça montre que le budget que le gouvernement ça fait la ballon qui est illégal. Maintenant, la question est basée sur par rapport à dire, dès que nous connaissons que le Parlement est dissous, légitimement, c'est celle pour de cassation qui a légitimité qui constitutionnelle. Est-ce que dans le cas ça, par exemple, le budget est fermé, objectif là qui c'est créer des écoles publiques, créer des routes, mais qui ne pas atteindre l'objectif là. Mais est-ce que pour cassation, on va supposer trancher sur ça pour taxe pour la secteur la pension pour ça disons. Et bien que ça t'a posé comme tu vas dire, les connaître qui est le souverain pour nous-mêmes nous apporter une donation. Ok. Pour cette affirmation là, est-ce que pour de cassation, ils souverains? Non, c'est maudit. C'est le mot que tu as prononcé? Non, pour de la il faut dire bien légitimité. Malheureusement, non. Les juges à la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste soumise par le Sénat à raison de 3 noms par poste disponible. C'est le Sénat qui lui-même lance l'avis de recrutement de tous ceux qui veulent être nommés juges à la Cour de cassation. Quand le Sénat pourrait analyser les dossiers, il va proposer à l'exécutif pour chaque poste disponible 3 noms. Donc, au mandat de 10 ans. À peine s'il y a 3 ou 4 juges à la Cour de cassation aujourd'hui,
qui ont été recrutés par le Sénat. Donc, ce qui veut dire la Cour de cassation non plus, les juges actuels non plus n'ont pas la légitimité. Aussi bien que ceux de la Cour des comptes. Ceux de la Cour des comptes que le Sénat avait recruté en 2012, qui était installé en 2013, leur mandat a pris fin en 2020. Le Sénat aurait dû choisir 10 nouveaux membres. Malheureusement, depuis janvier 2020, le Parlement est dysfonctionnel. Même les juges actuels à la Cour des comptes n'ont pas de légitimité constitutionnelle. Il n'y a aucune autorité actuellement dans le pays qui dispose de la légitimité constitutionnelle. Tous sont défavorables. La deuxième question, le souverain c'est nous. Le souverain c'est nous. La souveraineté nationale appartient à l'universalité des citoyens qui les délèguent au droit pouvoir. À qui avons-nous délégué le pouvoir? Nous n'avons élu personne. Donc nous avons le droit de récupérer notre souveraineté. Le souverain, c'est le peuple. C'est nous. Et nous l'exerçons à travers les élections. Ça fait 10 ans que nous n'avons pas exercé notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle si il y a un bagage que nous tous nous devons faire, c'est exiger des élections le plus rapidement possible pour récupérer notre souveraineté qui a été confisquée par des autorités pendant les 6 dernières années. Et deuxième question. Bonsoir. Merci. Madame, en fait, question par moi, c'est, moi, qu'on a vu ce dernier côté que, on dit qu'on a, il y a un côté qu'on dit que, si, à part l'administration d'État, mais, ça, on nous dit que c'est faux, avec chiffres que nous venons côté là. Mais quand la question par moi, est-ce que c'est manque d'implication jeune qui pose ça fait de la réalité, ou bien c'est absence, ou bien c'est incapacité pour faire le travail que vous avez pour faire? attention. Oui et non. Oui et non. Le tableau que j'ai présenté, pour la fonction publique, attention, messieurs là, un fonctionnaire de l'État doit réaliser 25 années de service et être âgé de 58 ans d'âge pour avoir droit à sa pension. 25 années de service, 58 ans d'âge. Et ça pas veut dire, depuis mon âge 58 ans, il faut remettre le niveau. C'est la date limite. S'il n'a pas 55 ans, même s'il a 30 ans, il n'a pas de pension. S'il a 58 ans, il n'a pas fourni 25 ans, c'est-à-dire il n'a pas de pension. Il faut fournir 25 années de service, il faut l'âger d'au moins de 58. Il y a des gens qui ont 60 ans qui pourront faire 25 ans de service. Oui et non, dans le tableau présenté nous là, il y a 10 000, on va parler de ce travail en détail, il y a 10 000 fonctionnaires de l'État qui ont au-dessus de 60 ans, qui ont plus de 60 ans. Est-ce que ça veut dire tout 10 000 nous répéter tout à la fois? C'est peut-être un choix. Est-ce que tout 10 000 s'ils vont en pension, nous ne pouvons pas ouvrir poste pour 10 000 nouveaux fonctionnaires dans l'État? C'est peut-être aussi une opportunité. Mais par contre, ça me doit nous rappeler l'accès à la fonction publique, malheureusement, ça relève. Je suis rentré dans la fonction publique sur concours. Sur concours, ce n'est pas moi qui m'ai. Le ministère des Finances annonce le recrutement de 25 nouveaux inspecteurs comptables à la DG. J'avais mon diplôme de comptabilité, mais participé dans le concours. Moi, j'ai réussi mon concours. Moi, j'ai rentré dans l'ENA. J'ai fait 1 an à l'ENA. Je suis la première fonction de l'ENA. Après 1 an, j'ai rentré dans la contribution comme inspecteur assistant comptable. C'est sous concours de moi. Malheureusement,
Une deuxième promotion est là, qui pourrait être faite dans 79-81, et n'a pas le fermer. Et va ouvrir 25 ans plus tard. Donc pendant 25 ans, nous n'avons pas formé des cadres pour le ministère de l'économie et des finances. Mais ça pas veut dire, pendant 25 ans, nous pas nommé moun. Nous nommons moun sur recommandation. Nous nommons moun sur parrainage. Je dis même lorsque l'État a dit, il y a 10 000 fonctionnaires qui âgés de plus de 60 ans, n'est-ce pas, pas la dire. C'est condamné, mais depuis nous avons 60 ans dans l'État, c'est parce que ça peut dire du tout. C'est un choix. Mais l'État dit qu'il y a 10 000 postes qui ouvrent, qui parlent pour la jeunesse, au-delà de que c'est sous concours. Si pas sous concours, la fait favoritisme. Donc il y a une opportunité, hein, et c'est une décision qu'il faut prendre avec beaucoup de sérénité. Même si il y a 100 000 fonctionnaires de l'État, en 1995, il n'y avait que 42 000 fonctionnaires pour tout le personnel de la fonction. Nous dédions son personnel pléthorique. À ce moment-là, c'est un programme départ volontaire et retraite anticipée. On voulait faire partir 22 000 sur les 45 000. Les 22 000 qui vont partir, je ne vais pas utiliser salaire et augmenter le salaire, ça peut arrêter. Malheureusement, 22 000 aller, mais ce n'est pas nous, nous devons aller au aller. Nous devons pas qu'être chauffeur, nous pas qu'être ménager. On pas qu'un message, ce n'est pas eux qui allaient, ce sont les cadres qui sont partis. Pourquoi les cadres sont partis? Parce que les gens qui étaient allés dans le départ volontaire, ils ont 3 ans de salaire plus une prime de séparation de poste. Je nomme ça qui est intelligent. 3 ans de salaire, qui a presque 1 million de gouttes, pour une certaine chose, je ne m'en compris. Pour l'enlever business. Ils ont créé un centre d'incubation pour les jeunes. Malheureusement, tous les jeunes qui ont tout ça quelques années plus tard, tout retourné. Et on voulait conserver 22 000, aujourd'hui nous sommes à 100 000. Est-ce que 100 000, ce n'est pas citoyen haïtien et tout? Est-ce qu'il y a un droit au travail? Est-ce que l'État a augmenté le nombre de fonctionnaires de l'État? Oui. Pas pour un exemple. Souvent les baradères, ils ont comme une non-lit, DGI ont seul agent. Au baradère, il y a 7 sections pour tout. Est-ce que pas d'abord il y a 5, 6, 7, 8, 10 agents? Ça veut dire, ne serait-ce pour la seule commune des baradères, il y a 10 nouveaux emplois décadrés. Le jour que là, nous-mêmes, directeur général de l'organisation. Moi, dans la compétition, j'ai placé tous les échelons. Et j'ai occupé tous les postes, chef de section, chef de service, directeur de service, anonyme. Non, m'a fait dans la rue. Et j'ai ajouté bien formé. Bien formé, toujours à l'école. Et les montrés dans le DGI comme diplômés de l'ENAF, les principaux animateurs des programmes de formation pour les employés. DGI, c'était l'institution la plus corrompue. Pour le monde qui l'a traité, il fallait former sur le terrain. On centre de force des agents d'Afrique. Animateur. Et nous ne pas donner que je peux y aller faire ça. Voilà, ce matin, sur des conseils, les amis proches, à président ici, il va nous ouvrir une directeur général. Et j'ai réalisé la plus importante réforme que la DGI devrait avoir.
Cette réforme devrait commencer depuis 1978-79 pour l'économie haïtienne pour la première fois est entrée dans une crise. Il fallait restaurer la discipline fiscale. Il fallait réformer l'administration. Et c'est à cette tâche. 21 juin 1999, j'ai été révoqué par le président René Bébal. Après 3 ans, 6 mois pour le moi, je suis là. Je ne suis pas même parti politique, je ne suis pas activiste politique, je ne suis pas acteur politique. Comme comptable professionnel agréé d'Haïti, j'ai ouvert mon cabinet de conseil. Et voilà que 2 ans plus tard, le président fait qu'il les dans le téléphone, les mandé. Il va rentrer dans le palais le 8 février après son investiture. Il t'a remis une partie de 10 équipes qui va l'accompagner. Voilà comment j'ai été au palais national le 8 février 2020. Un mois plus tard, il va remettre l'outil. Sortez faire dans le DGA, tu es convaincu de capacité. Ce n'est pas sans mérité, mais pour des cadeaux, pour qu'on ait ce secrétaire d'État au finances. Voilà comment j'ai été nommé secrétaire d'État aux finances. 1 an plus tard, le gouvernement Premier ministre Jean-Marie Chéristal a reçu une motion de censure au Parlement. Il est tombé tout comme secrétaire d'État. Et voilà que dans la soirée du 18 mars, il m'appelle au téléphone. Monsieur le ministre, maintenant c'est nouvelle, monsieur le président. Voilà comment j'étais ministre. 2 ans comme ministre, Alice tombé mal en prison. Nous sommes en prison 16 juin 2006. Le président Préval pour investiture 14 mai 2006. 6 septembre 2006. J'étais petit coup de nez. Pendant la campagne, par exemple, moi j'étais en prison. Élection de la prison. Investiture, moi en prison. Moi libéré de prison 1 mois après son investiture. Moi, titre pour 6 septembre 2006, fait la caille, moi, allez. Et moi, son point, Jocelyn, oui, René Bébal, président, qui l'aime Kawao. L'oblé, donc, lundi, oui, président. Lundi matin, j'arrive au palais national, j'ai été reçu aux appartements du président. Jocelyn, depuis le camp à la prison, et il y a des gens pendant le volet, pendant tous les mondes, pendant la victoire. Voilà comment j'ai été membre du cabinet parti président partant dans le mandat de la paix. Exemple, a formé parti politique unité. Il n'a jamais associé aucun membre de son cabinet à ses activités politiques. Un après-midi, la caille. 5 heures. Je sais pas la caille. Pour candidat, souvent président à l'inscrit. Voilà comment je m'étais inscrit comme candidat au Sénat de Paris. Nous allons évoquer. Attendez ça. 17 janvier 2016, j'étais à mon domicile, j'ai reçu une délégation de diplômes étrangers sur les élections. Moi, dit, dépenser 100 millions de dollars pour des élections qui ne garantissent pas la stabilité politique, c'est du gaspillage. Lundi en janvier 2016, nous comprenons qu'on était entre les 2 tours des élections. Et le 24 janvier, le Conseil électoral a renvoyé s'il est le 2e. Et je viens d'être élu président du Sénat. J'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai rencontré tous les acteurs politiques. J'ai rencontré le président Marie. Son mandat se termine le 7 février 2017. Il n'a pas un président. Pour le remplacer, comment combler cette vacance présidentielle? Mais discussion avec lui, il doit choisir un autre premier ministre. Pourquoi un premier ministre? Et Van Paul, qui était son premier ministre, n'avait pas été ratifié par le Parlement. Donc, quand un premier ministre n'est pas ratifié par le Parlement, il n'a pas son entrée au Parlement. Il n'est pas qu'à venir dans le Parlement. Il n'est pas pour soumettre proposition. Nous ne pouvons pas voter loi pour lui.
l'article 135 de la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. C'est le Parlement qui bosse le gouvernement. Comme le Premier ministre en fonction n'avait pas été ratifié par le Parlement, il n'est pas venir dans le Parlement pour venir déposer projet de loi. Donc, j'ai encouragé le président Martelly à nommer un autre Premier ministre, à former un autre gouvernement. Il va partir, c'est ce nouveau gouvernement qui va prendre la vacance. Pendant ce départ, et malheureusement, jusqu'au 5 février 2016, il n'a pas pu former ce gouvernement et le vide était imminent. Le chaos, l'anarchie menaçait. À ce moment-là, vous avez dit, puisqu'il n'y a pas un gouvernement pour gérer la transition, en référence à l'article 98.4 de la Constitution et 149, que l'Assemblée nationale élise un président pouvoir. Mais j'en finis. C'était pas quelque chose d'ambitionné. Ils ont des concours de circonstances. Donc, pour être ton méthode, il faut rêver. Mais pas d'ambition. Il y a plus de joint nous, comme la recherche. Mais il faut travailler. Moi, je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Restez assis. On va terminer. Julie! Oh, c'est pas un petit comme vous. Ou on mérite. Certificat de remerciement décerné à M. le Président Jocelyn River pour sa précieuse contribution en tant qu'intervenant professeur dans le cadre du programme de formation sur la gouvernance, leadership et autonomie de cette 5e promotion de formation. On applaudit encore hautement. Merci à vous tous. Bon. Honnêtement, je ne l'espérais pas. C'est avec comme un concours de circonstances. Et c'est comme ça. Eh bien, je ne veux que vous dire merci à vous tous, les responsables du vin, qui m'ont offert cette nouvelle opportunité. À vous tous qui avez assisté avec autant de participation à cette séance. Et par défaut, j'aime forcer les gens à comprendre. J'aime forcer les gens à comprendre. Et je ne me limite pas à leur expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais j'aurais souhaité un débat plus animé. Malheureusement, c'était trop long. Ça ne vous a pas permis à vous tous d'avoir le temps de poser autant de questions que vous auriez souhaité. Mais sachez que je suis là pour vous, disponible, et ça me fait plaisir toujours de me sentir au niveau des jeunes et de me sentir aussi jeune que vous. Ah. Merci. Toute bonne chose à une fin. Bon, alors c'était agréable, intéressant, extraordinaire. Encore une fois, de choses applaudissements pour le on va devoir se séparer. Et comme on le fait chez nous, un petit refrain de chant pour dire merci à Dieu qui nous a permis de l'avoir dans nous ce l'après-midi. On est complet. De tout mon être, alors s'élève les chants, de tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève les chants, Dieu tout puissant, que tu es grand. À toi l'honneur, la gloire et la louange maintenant et pour les siècles des siècles. Alors vous allez faire preuve de courtoisie en laissant passer le président. D'abord, je vais les accompagner. Photo. Avec quoi d'abord? C'est comme ça qu'on le fait. C'est le qui vient faire les aides qui reçoit.
Ok, allez. Moi-même tout, pour ça. Les honorer. Chaîne gratuite. Oh my God. Ok, président. Même là. Ok. D'accord, président. D'accord. Ok, merci. C'est comme ça, nous comment le déplacement de ce président privé qui était à intervenir pour nous. Non.